je m'appelle Jérôme Pigné, je suis le président de la société OnMedio. J'ai créé le portail internet silvereco.org. On édite également l'annuaire. J'ai quelques notes sur la robotique, donc je me suis permis d'amener mes anti-sèches. On édite également l'annuaire de la Silver Economy, qui représente plus de 2050 entreprises du secteur. Et si j'ai un petit peu de temps tout à l'heure, je vous montrerai une petite vidéo en conclusion avant de partir déjeuner. On organise les trophées de la Silver Economy. C'est un événement qui s'appelle Silver Nice, qui avait lieu au Folies Bergère et au Grand Rex cette année. On a fêté nos 10 ans au Grand Rex. Et on est tout à fait dans le sujet de l'internationalisation, puisque autant silvereco.org est en train de s'internationaliser, autant les trophées ont passé le virage international cette année, puisqu'on a lancé la première édition des Silver Eco and Aging Well International Awards, avec les premiers trophées internationaux de la Silver Economy. Je tiens à vous remercier déjà de nous avoir conviés. C'est un vrai plaisir d'être là en tant qu'ancien élève du CNAM. Ça me rappelle de très très bons souvenirs. C'est vraiment ici où j'ai commencé à aimer apprendre. Avant, je bachotais, pour être franc avec vous. Il n'y a pas de caméra, c'est pas filmé, ça va. Pardon, zut, tout le monde le saura définitivement comme ça. Mais vraiment, c'est au CNAM que j'ai vraiment pris des claques entre guillemets avec des intervenants de très très haut niveau, et je suis très très fier d'avoir fait cette école. Pour finir de brosser le tableau, je suis également un des fondateurs de Silver Valley, de Synapse également, qui est le syndicat patronal entre guillemets de la Silver Economy, et j'ai participé auprès de Michel Delaunay. On était 4 dans son bureau quand on a entre guillemets émis l'idée de lancer cette filière Silver Economy, et donc j'ai été un des rapporteurs des premiers rapports Silver Eco auprès de Montebourg et Madame Delaunay, notamment en charge de la communication. Le quart d'heure bio étant passé, je vais essayer de vraiment brosser très très rapidement une petite introduction. Vous m'avez demandé un petit peu d'introduire le sujet. En bon ancien élève, j'ai pris les définitions: gérontechnologie, domicile. Je ne vais pas définir le Japon, mais les gérontechnologies, c'est les technologies au service de la gérontologie ou de la gériatrie. C'est un terme qui est de moins en moins usité, entre guillemets. On y préfère maintenant le terme Silver Economy, puisque vraiment ça enfermait dans la problématique du sujet âgé, disaient d'ailleurs les gériatres. J'aime pas du tout ce terme, le sujet âgé. Aujourd'hui, on parle de vieillissement de la population et d'un accompagnement tout au long de la vie du vieillissement de la population. Le sociologue québécois, dont j'ai parfaitement oublié le nom, parlait d'ère de l'homo senectus, c'est-à-dire qu'on est passé du numericus à economicus à l'homo senectus, c'est l'homme vieux. On est tous des homo senectus, on est tous amenés à vivre dans un monde de vieux. Mon fils qui a 7 ans est un homo senectus pour 2 raisons. Compte tenu du fait qu'il est né en 2010, il a de fortes chances de vivre jusqu'à 100 ans et plus, statistiquement, s'il ne fait pas trop de bêtises. Et deuxièmement, il va vivre dans un monde de vieux qui sera majoritairement peuplé de personnes âgées. Donc on est vraiment dans un véritable virage sociologique. Le domicile, maintenant, ça va être un peu plus compliqué de le définir. C'est pas seulement chez soi. 80% des personnes souhaitent vieillir chez elles à domicile. C'est aussi l'EHPAD, le domicile. De plus en plus, les maisons de retraite se transforment, quittent la logique d'hôpital pour devenir un domicile à part entière. Et entre le tout maintien à domicile et le tout EHPAD, qui a été une politique forte pendant pas mal d'années, on s'est retrouvé avec un fossé qui a été complètement creusé entre les deux, d'où l'avènement qui est en train de se mettre en place des résidences services seniors qui se développent pas mal en France. Historique des technologies à domicile, je ne vais pas passer là-dessus, mais il y a beaucoup d'astuces. L'humain assez doué pour s'adapter, y compris de s'adapter à son propre vieillissement. Depuis les années 80, on se dit tiens, je vais vieillir, je vais acheter un plein pied, ça commence comme ça. Douche à l'italienne, je veux dire, on n'a pas inventé avec l'ère de la Silver Economy les douches à l'italienne. Mais on commence à réutiliser tout ça. La liste est très très longue. Vous m'avez demandé également de poser le débat sur l'innovation. Je crois que le vieillissement est un nouveau prisme, un nouveau regard avec lequel on peut regarder l'innovation. C'est une lame de fond. Il n'y a pas, selon moi, quand on était interviewé au début de la Silver Economy par des journalistes, ils essayent absolument de nous faire rentrer la Silver Eco ou la Gérontech dans des cases. Pour moi, il n'y a pas, compte tenu de la transition démographique qui est en marche, il n'y a pas un produit, un service, un segment de marché qui demain ne sera pas impacté par le vieillissement de la population. Tous les produits, on pourra tout à l'heure quand il y aura des questions, vous mettre au défi de me trouver un segment de marché ou un secteur qui demain ne sera pas impacté directement ou indirectement, tous le sont.
la santé, on en parlera, la robotique, mais aussi le sport, les loisirs, l'automobile. Petit exemple que j'aime faire, tous les SUV qui sont vendus aujourd'hui, vous savez que les voitures sont achetées par les plus de 50 ou plus de 55, les voitures neuves. Donc vous avez vu qu'il y a des espèces de faux 4x4, on appelle ça des SUV, tout simplement parce que quand vous avez 55 ans et plus, il y a une position de conduite qui est plus agréable. C'est plus facile de sortir et rentrer dans la voiture quand elle est en position haute que dans nos voitures des années 80 où on était complètement avachis. Tout ça pour dire que le Porsche Cayenne est une voiture de vieux, malgré le fait que Porsche n'en parle pas. Et là, on va s'intéresser à une autre problématique d'innovation, c'est l'innovation marketing. Et ça va sûrement être là le cœur de certains débats. Comment sociologiquement on avoue qu'on est en train de vieillir nous-mêmes. Et les briques techno sont là. On parle souvent de design for old is design for all. Donc on apprend beaucoup de ce qu'on est en train de mettre en place pour les seniors. Donc l'innovation, c'est marketing également, c'est changer de regard. Moi j'aime bien parler de silver citoyenneté, en faisant un benchmark de l'éco-citoyenneté, où on avait une problématique, il fallait respecter l'environnement sans embêter les industriels. Et puis d'un seul coup, ils ont été obligés d'y aller et ils ont eu le droit de mettre un label green sur leurs produits. Ils sont devenus entreprises éco-citoyennes. Je pense que les grandes entreprises sont en train de s'emparer de la logique silver. Regardez certaines pubs de grandes structures telles qu'Orange, telles que Bouygues, où on commence à voir apparaître des seniors. Un, parce que c'est un peu à la mode de mettre des seniors partout, regardez les égéries de la mode, mais deux, parce que c'est tout à fait intéressant de parler à tous et de parler finalement à nous tous en devenir, donc nous tous également vieux. La robotique, c'est l'innovation reine. Alors, les journalistes, tout le monde adore parler de technologie. À chaque fois, dès qu'on va sur des plateaux, il faut amener des robots. C'est un énorme marché en devenir. Certains le comparent au développement du marché de l'automobile il y a quelques décennies. Est-ce que c'est un rêve, un fantasme ? Je vous laisserai y répondre. En tout cas, il y a une donnée éthique essentielle. Quelle est la place de l'humain dans tout ça? On va sûrement en parler. Des dérives, j'aime pas trop le terme, mais des mouvements possibles vers des logiques de transhumanisme. Est-ce qu'on veut aller vers là? Tuer la mort, est-ce que c'est pas tout simplement tuer la vie? Il faudrait poser la question à ceux qui veulent, entre guillemets, éradiquer la mort. C'est vraiment des logiques philosophiques dans lesquelles on est complètement baigné quand on parle de transition démographique et quand on parle de vieillissement de la population. Il y a plein de types de robots qui aident, des exosquelettes type HAL au Japon, des robots avatars de communication, des robots d'aide au lever. Et vraiment, au démarrage de cette logique de robotique en matière de silver economy, on se prenait des boulets rouges dans la figure où on nous disait, mais je fais pas de robotique, mais on nous expliquait qu'on allait, entre guillemets, tuer le lien humain, et souvent on opposait robot à humain. Je rappelle la racine du mot robot, c'est l'esclavage, c'est une racine slave. Et à chaque fois, je présentais et j'ai réussi à convaincre pas mal de gens qui étaient entièrement opposés à la robotique. Je présentais un exemple d'un système robotique, quel qu'il soit, d'aide au lever et d'aide au coucher. Donc on va se projeter, vous avez 97 ans, vous avez des problèmes pour vous lever, des problèmes pour vous coucher. La problématique, c'est que en France, et encore pire au Japon, il y a une vraie problématique d'aidants professionnels. Donc l'aidant professionnel qui vient vous aider à vous lever tous les jours et à vous coucher tous les soirs, il a un planning à respecter. Donc tous les jours, il vient à 8h15 vous lever, et tous les soirs, il vient à 21h15 vous coucher. Et c'est comme ça tous les jours. Elle est où la liberté de faire une grasse mat? Elle est où la liberté de regarder le deuxième film de la soirée? Où est-ce qu'elle est la perte d'autonomie? Est-ce qu'elle est justement dans cette... Je ne suis pas en train de critiquer l'humain, bien au contraire, vous m'avez compris, mais l'aide robotique va permettre une certaine autonomie, et je pense que là, il y a des choses à creuser. Maintenant, si à cause de ça, on ne va plus chez les personnes âgées, elles sont complètement isolées parce qu'elles ont tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour être entièrement autonomes et que plus personne ne vient discuter. Là, on sera dans une vraie problématique humaine et sociétale, c'est qu'est-ce qu'on fait des technos? Ça, c'est encore une autre logique. Pour finir sur la robotique, n'oubliez pas que vous en avez plein chez vous, ça s'appelle les robots ménagers, machine à laver la vaisselle, le linge, machine à café semi-automatique. Je n'ai pas l'impression d'être asservi par ces robots, quoique la machine à café parfois, mais voilà, c'est aussi ça la robotique, c'est pas forcément Terminator. Bref, c'est un très très vaste sujet. Pour commencer à introduire un petit peu vos propos, par rapport à ce sujet sur l'Asie
pas forcément le Japon et l'Europe, il y a une vraie différence de vision de la robotique entre les deux. Une vision qui est liée à un gap générationnel. Alors déjà, on croit qu'il y a plein de robots au Japon, vous en parlerez, je ne pense pas qu'il y en ait dans toutes les chaumières encore, mais il y a un vrai gap générationnel. Astro, le petit robot que moi j'ai découvert à 6-7 ans, dans les années 85 par là, c'est un manga, si vous avez le même âge que moi, vous êtes de la même génération, vous avez été aussi baigné par ce petit robot Astro. Il est né en 1945, ce manga. Donc le petit robot très, très humain finalement qui vient aider les gens, dans mon inconscient collectif, j'ai été baigné avec moi en tant que gamin. Ce sont les enfants au Japon après-guerre qui ont été baignés et qui ont commencé à avoir cette inconscience collective. Il y a également une logique migratoire qui n'est pas la même entre l'Asie notamment, le Japon et l'Europe. Et puis enfin, de mon point de vue, il y a aussi le fait religieux, où nous, en tant que judéo-chrétiens, majoritairement, j'entends, sociétalement, on a du mal à donner une âme à une fleur, à une montagne, à un lac, à un espace vide. Dans les religions shintoïstes ou les pensées, ça dépend comment on appelle ça, taoïstes, on peut donner une âme à un jardin, à une pierre, à une montagne. Donc le pas, il est, de mon point de vue, c'est une analyse tout à fait personnelle, et je vous demanderai de la confirmer, j'espère, ou d'aller contre cette analyse. Je pense c'est plus facile de faire le pas vers une aide qu'on demande à la robotique. Donc vous l'avez compris, le sujet des technologies, des gérontechnologies, de la transition démographique, il est immense, c'est une page blanche. On a tout à écrire encore, on a surtout, il n'y a qu'un seul fondement, je pense, qu'il faut avoir en tête, c'est la logique d'éthique, parce qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec ces technologies qui peuvent permettre de faire des magnifiques choses. Je vous rappelle que ce type d'objet, c'est un objet de liberté génialissime, c'est un objet de communication génialissime, mais regardez le nombre de couples qui au restaurant parlent plus à leur téléphone qu'au mari ou la femme qui est en face de lui. C'est aussi un objet d'isolement dangereux. On en est à l'adolescence du smartphone, donc je vous laisse imaginer tous les dangers qu'on pourra peut-être avoir avec des systèmes technologiques dédiés aux personnes âgées, et c'est avec cette logique éthique, je pense, en tout cas s'il y a quelque chose que je souhaite faire passer, c'est avec cette logique éthique qu'il faut avancer. Cette introduction étant faite, monsieur Nohat, je crois que vous allez nous parler rapidement de e-santé, c'est ça ? Premièrement, le but du système, c'est d'assurer une communication, une coordination entre les différents intervenants au domicile et la famille. Donc il y a des différents modules qui permettent de mettre en place un travail collaboratif. Et notre principal problème, c'est d'apprendre au monde médical et social de travailler ensemble, de collaborer et de communiquer. Donc ce système d'information va dispatcher les informations, et les différentes personnes, les différents métiers vont voir les mêmes informations, mais présentées de manière différente. Donc notre système est centré sur le couple personnes fragiles aidant, et les intervenants voient les informations qui intéressent, qui préoccupent ce couple de manière propre à chacun de leurs métiers. Donc en vert, vous avez tout ce qui est médical, nous donnons aux prescripteurs, donc médecins, un dossier médical, un système de télémédecine avec des capteurs qu'on a développés, mais qui peuvent venir du marché aussi. Donc on a un système totalement ouvert qui peut suivre les événements qui se passent dans la vie de la personne au domicile et générer des alertes. Enfin, deuxième point, un système de téléenseignement, parce que il faut associer la personne fragile et son aidant et les soutenir. Donc un système d'information thérapeutique, un système de groupe de parole à domicile, un système d'activité physique à domicile qui a été remarqué par la CNSA. Nous avons fait une expérience en Corse l'année dernière dans des villages totalement isolés où des personnes fragiles ont pu participer de chez elles, mais en groupe. C'est-à-dire qu'elles se voyaient, elles pouvaient discuter entre elles et elles pouvaient communiquer à des activités physiques adaptées qui ont permis de constater des progrès énormes du point de vue physique, mais aussi du point de vue moral, social, parce qu'on a rompu l'isolement de ces personnes.
Vous avez aussi tout un système en bistre que vous voyez qui est le plan personnalisé de santé avec un système via le téléphone portable de suivi des tâches à domicile. Et enfin, pour rompre l'isolement des personnes fragiles, Adagio propose des portails ouverts à toute la population. Nous insistons là-dessus. Il faut que tout le monde participe à ces portails. Donc un portail social pour inciter les personnes fragiles à sortir de chez elles et à suivre des activités. Un système pour les aidants, un portail pour les aidants qui est crypté, protégé et qui est pour leur fournir des solutions de répit, c'est-à-dire pouvoir se libérer, sortir 2 ou 3 heures ou 4 heures pour faire une démarche ou s'accorder une récréation, mais en même temps les assister et leur donner les informations pour faire face à des situations délicates. Et enfin, un portail pour les voisins, pour demander qu'ils puissent changer une ampoule chez une personne fragile qui est à domicile, ou déboucher un évier, ou assurer un déplacement, ou aller chercher le pain pour la personne qui est isolée dans son village. Alors, derrière ce modèle, nous avons associé un modèle économique qui transforme la personne fragile en un levier du développement économique d'une région. Nous sommes en démarrage d'une expérimentation à grande échelle en Corse, où nous allons montrer qu'en fait, avoir des personnes fragiles sur un territoire, c'est une richesse. Et c'est ce qui crée des nouveaux flux économiques. J'ai fini. C'est bon ?